Feuille. Jeudi 26 février 2026, je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Mais j'ai pas chômé, mesdames, messieurs. Non, j'ai eu un mois de février et janvier très occupé. Déménagement olympique, dépression saisonnière. En plus, il y a eu le beef entre Patrick Lagacé et Guillaume Lemaitre-Vierge. Bref, ça brassait. Même, tranche de vie, j'ai appris que Hollywood Undead faisait encore des shows qui vont être en show à Rimouski en première partie de Timbaland avec Megan Brouillard également. Ça s'invente pas. Mais j'ai aussi passé du temps à écouter du hockey, mais je me suis vraiment plongé davantage dans la QV 2026. Mais pas la QV de la LNH, du repêchage de la LNH, non! La QV du repêchage de la LHJMQ, mesdames, messieurs. Plus précisément, des produits locaux, ce qui se fait au Québec. Plus précisément, au niveau QM18, ce qu'on appelait dans le temps le Midget 3A. On vient tout juste de sortir, en fait, notre top 50 chez Elite Prospects en vue du repêchage de la LHJMQ. Puis je vais prendre un petit 45 minutes, une heure pour vous en parler aujourd'hui. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous parler des espoirs de demain. Parce que c'est ça que je fais de bien, moi. Vous faire découvrir des affaires. Il y a quelques mois, j'avais plugué vite fait le band Angine de poitrine. Il y a quelques personnes qui l'ont mentionné dans les commentaires que je parlais d'angine de poitrine. Puis ça fait quelques mois de ça. Pour ceux qui suivent un peu l'actualité, le band a explosé depuis quelques semaines, sont rendus internationaux, ma parole. Fait que vous apprenez des affaires sur ce podcast-là. Je dis pas juste n'importe quoi. Fait que c'est un peu ça aussi aujourd'hui. Il va y avoir des noms que je vais vous nommer. En fait, si vous écoutez pas le QM18 3A, probablement vous connaissez personne de qui je vais vous parler aujourd'hui. Mais portez attention à ces noms-là parce que c'est les vedettes de demain dans la LHJMQ. Et il y a fort possiblement des gars là-dedans qui vont également atteindre la LNH. Donc, oui, épisode très important si vous aimez le hockey. Mais avant de sauter dans le vif du sujet, il y a 2-3 autres sujets que j'aimerais d'abord aborder. Puis j'en conviens, le sujet principal d'aujourd'hui, donc le repêchage de la LHJMQ, c'est évidemment différent de mon contenu habituel qui est normalement basé sur le repêchage de la LNH. Fait que peut-être que ça attire des gens qui sont à leur première écoute du podcast Briser la glace. Fait que je me présente rapidement. Simon Desjardins, scout chez Elite Prospects, mais surtout, vous l'aurez compris, 10 heures de niaiserie pour le podcast Briser la glace. Je m'excuse d'avance. Par ailleurs, mise au point importante, c'est l'épisode numéro 69. Et c'était pas prévu que je parle d'hockeyeur mineur. Je m'en excuse. Je voulais faire de quoi de spécial, de différent. J'ai oublié. Puis me voilà en train de faire ça. Donc, avant de sauter, comme je disais dans le vif du sujet, quelques petits sujets. Premièrement, what a tournoi olympique qu'on a vécu. Je veux pas rajouter rien là-dessus. Premièrement, je pense que ça fait encore mal. Mais en fait, je voulais dire, c'était le fun de voir Juraj Slafkovský, mais aussi Albert Schmitz, qui a tenu son bout, en fait, contre les Américains, qui a eu quand même un tournoi correct dans les circonstances. Puis aussi, je me réjouis beaucoup, maintenant que les Olympiques sont terminés, de voir la flamme olympique être à nouveau exposée à Saint-Romuald sur le bord de la 20. D'ailleurs, Albert Schmitz, j'en parlais. Si vous suivez un petit peu les actualités, ça a été annoncé aujourd'hui qu'il va terminer la saison en DEL en Allemagne, lui qui évolue présentement en Liga. Important de mentionner, c'est un prêt. C'est pas lui qui a quitté la Liga. Il a juste été prêté par son équipe. Son équipe qui était une des pires équipes de la Liga. Et j'en comprends qu'il avait commencé à liquider le club également. Puis il s'en va pour une des meilleures formations en DEL. Donc, possiblement une équipe qui pourrait remporter le championnat même. Donc, bref, très important pour Schmitz qui devrait normalement être de retour dans la Liga l'année prochaine s'il ne fait pas le saut directement dans la LNH. Bon, évidemment, j'ai pas le choix de parler repêchage 2026, là. Je pense qu'est-ce qui laisse un goût amer sur cette cuvée-là jusqu'à présent, j'en ai parlé à maintes reprises déjà, c'est qu'il y a plusieurs joueurs qu'on voyait comme étant des top 5 en début de saison qui remplissent tout simplement pas les attentes en ce moment. Mais je pense que possiblement le vent est peut-être un peu en train de virer de bord dans certains de ces cas-là, puis c'est ce que je vais adresser rapidement.
D'abord, vous l'avez assurément entendu parler, mais Gavin McKenna vient de connaître un week-end de 10 points en 2 rencontres, dont un match sensationnel de 8 points. J'ai pas écouté son match de 2 points, mais j'ai adoré son match de 8 points personnellement. Puis selon les dires de Marty Thériault au podcast Le Relève, que lui a écouté les 2 matchs, son match de 2 points est encore meilleur que le match de 8 points, fait que ça promet quand même. Bon, évidemment, on parle que c'est un week-end contre une université un petit peu plus faible, Ohio. Puis il y a eu quelques points faciles, évidemment, dans son match de 8 points, mais ça reste 8 points. Puis au-delà des points, il y a quand même plusieurs choses que j'ai adorées de sa performance. En fait, offensivement, je l'ai trouvé excessivement confiant avec la rondelle. Il y avait une aisance à contrôler le jeu qu'on voit juste parmi les joueurs élites. Je pense que c'est ce qui rendait Gavin McKenna spécial dans les années passées et qui est peut-être en train de retrouver. Il manipulait la défensive adverse en créant des délais, des changements de tempo, en mettant les défenseurs hors position avec des fakes. Il ouvrait des nouvelles lignes de passes ou de tir. Il faisait des passes trompeuses, déceptives, tout le kit. Bref, ses mains, on sait, ont toujours été incroyables également, mais au-delà de ses feintes, moi, c'est vraiment sa facilité à réceptionner des passes qui était pour moi une force séparatrice. Je ne sais pas si ça se dit en français, mais bref, qui le rend meilleur que les autres. J'ai aussi beaucoup apprécié qu'il a tenté quelques jeux plus à l'intérieur, mais également des jeux agressifs, comme par exemple, il y a un jeu que j'ai en tête, en entrée de zone, il a ralenti pour attirer le défenseur, il a bait le poke check, puis dès que le défenseur était déstabilisé, McKenna a explosé par le côté, il a débordé le défenseur et il a créé une occasion de marquer comme ça. Fait que c'est le genre de jeu de manipulation que j'aime et que je veux voir de Gavin McKenna. Puis je répète souvent qu'une qualité à regarder chez les joueurs, c'est leur capacité à dicter le jeu. Puis McKenna, c'est le genre de dictateur que j'aime. Ce qui fait différent des dictateurs admirés par Trevor Connelly, on le rappelle. S'il y a des parents qui m'écoutent pour la première fois, qui sont là pour m'entendre parler de leur garçon de 15 ans, ça s'en vient. Prenez votre mal en patience. C'est ça. Puis Gavin McKenna, évidemment, le volet physique n'est pas et sera probablement jamais une force dans son cas. Défensivement, il y a eu des moments difficiles également, fidèle à son habitude. Entre autres, là, il y a un revirement épouvantable qu'il a fait devant son propre filet, là, qui a carrément fait une passe à l'aveuglette dans l'enclave de sa propre zone. En contrepartie, c'est de loin le plus engagé défensivement que je l'ai vu cette saison. Il a même fait un excellent repli défensif qui a permis en fait de dévier la passe qui avait été envoyée aux joueurs ouverts, alors que son équipe à Gavin McKenna menait par 5 points. Donc, c'est beau de le voir travailler fort dans une dégelée. Il y a aussi quelques autres jeux défensifs qu'il a fait, entre autres un revirement qu'il a créé à la ligne bleue offensive pour prévenir une contre-attaque adverse. Puis, en fait, il a capitalisé sur la séquence. Il a réussi à récupérer la rondelle. Il a créé un délai. Il a envoyé la passe côté faible. Et ça a été un magnifique but, en fait, sur cette séquence-là. Puis, il y a aussi une autre séquence dans laquelle il était le F1, donc le premier joueur à entrer dans la zone sur l'échec avant. Il est allé récupérer la rondelle derrière le filet. Il a volé la rondelle même à l'adversaire. Puis, il a tout de suite tenté une passe dans l'enclave. Malheureusement, sa passe, on manquait de précision. Je pense qu'elle a pogné le côté du filet, mais ça aurait pu devenir une passe extrêmement dangereuse dans l'enclave. Peut-être un 9e point, qui sait. Mais bref, je pense excessivement encourageant comme performance de la part de Gavin McKenna. Puis avec tout ça, il produit un rythme très similaire à Macklin Celebrini à son année de draft. J'en conviens, McKenna, c'est un late, mais considérant son début de saison limite exécrable, je pense que c'est très encourageant. Aura-t-on droit à une rédemption digne de Marc Arcan à suivre? Un autre cas, en fait, que je veux suivre de près, c'est le cas de Tynan Lawrence. Lui, toutefois, contrairement à McKenna, il a encore peine à éclore et à s'adapter au style de jeu de la NCAA. Petit rappel sur qui est Tynan Lawrence. Centre de 6 pieds que j'avais en très haute estime avant le début de la saison. Je disais même qu'il pourrait être dans le même moule que justement les Michael Misa, Macklin Celebrini et compagnie, en tant que joueur de centre, rapide, excessivement complet et tout ça. Il avait connu une très grosse saison à USHL
échelle l'an dernier. Il avait mené son équipe, en fait, au championnat. Il avait même été, je pense, le joueur par excellence des séries ou de la saison. Je me souviens plus trop. Il avait même été nommé capitaine en ce début de saison-là. Là, des débuts de saison un peu compliqués, blessure, il revient, produit pas. Finalement, switch en NCAA. Là, ça va vraiment pas bien. Il est quoi? Je pense que c'est 2 points en 13 rencontres. Ça vieillit pas bien, en fait, mes dires, comme quoi... Parce qu'à l'inverse, Macklin Celebrini connaît une saison historique pour un joueur, en fait, de moins de 20 ans. Donc, ouais, je pense pas qu'on puisse mettre les deux, qu'on peut comparer les deux. Sauf que, je pense qu'il y a encore un débat à avoir. Est-ce que Tynan Lawrence est encore le meilleur centre de cette cuvée, qui est une cuvée faible en centre, rappelons-le. Évidemment, il y a des gars comme Caleb Malhotra et tout ça qui sont maintenant dans la conversation. Mais en termes de talent offensif, je pense que Tynan Lawrence est encore possiblement le centre avec le plus haut potentiel de cette cuvée-là. Mais avec ses récentes performances, en fait, ses performances de toute la saison, je devrais dire, ça devient quand même difficile de défendre l'idée de l'avoir dans le top 10 et peut-être même dans le top 15 à ce point-ci. Côté mécanique, comme je disais, je pense que ça demeure un des très bons espoirs de cette cuvée. C'est un excellent patineur. Il est rapide, il est agile. C'est un gars avec un très bon moteur. Il a un bon lancer également. Il est capable de jouer à travers le contact. Puis je suis personnellement un gros fan de son jeu défensif, son jeu sans la rondelle également. C'est un joueur intense sur le porteur du disque, qui effectue des bonnes rotations, qui termine ses mises en échec, qui a un bon bâton actif également. Sauf que le problème, c'est quand il y a la POC. Puis ça, c'est pas le fun. En fait, suite à mes visionnements de l'an dernier, j'avais identifié quand même une bonne lacune à travailler par rapport à sa fabrication de jeu, sa capacité à driver le jeu plus que je devrais dire. Mais tu sais, je m'en faisais pas trop considérant son âge parce que je rappelle, c'est un des jeunes joueurs de la QV, il est né au mois d'août, il est quasiment éligible l'an prochain en réalité. Puis tu sais, ça l'empêchait pas de produire, mais clairement qu'il y avait déjà une lacune l'an passé là-dessus. Mais cette année, non seulement ça s'est pas amélioré, mais je pense que son côté créatif et dynamique a complètement pris le bord. Il semble pas toujours savoir quoi faire avec la POC. Il semble pas vraiment anticiper la game d'avance. Je trouve qu'il retarde souvent sa prise de décision également. Puis j'ai une séquence en tête, en fait, de mon dernier visionnement, là, qui est une game là, qui date de peut-être une semaine. C'était le deuxième joueur à rentrer dans la zone offensive en contre-attaque. Donc, c'était le trailer. Il était derrière le porteur du disque. Son coéquipier se ramasse quand même profond en zone offensive, proche de la ligne des buts, mais réussit à faire une passe quand même assez magistrale à Lawrence par en arrière. Passe parfaite. Tape to tape. Lawrence se trouvait au haut des cercles. Puis Lawrence, il y avait un défenseur devant lui à ce moment-là. Il y avait quand même 3 options qui s'offraient à lui. Soit de tenter un tir rapide, idéalement avec une motion toe drag pour tirer en fait dans le triangle du défenseur qu'on appelle, donc le triangle formé par sa jambe, la glace et le patin, parce que sans ça, la rondelle aurait été déviée. Sinon, il y avait l'option peut-être de couper vers l'intérieur, ou encore, entre-temps, il y a un troisième attaquant qui était rentré du côté faible. Il aurait pu essayer de faire la passe de ce côté-là. À la place, Lawrence il a juste un peu figé, il a pris une fraction de seconde pour prendre une décision, puis il a juste continué à glisser dans le bas de la zone. Puis il n'y avait pas d'option, là, rendu là, il n'y a rien qui s'est ouvert pour lui. Au contraire, le jeu s'est tout refermé. Finalement, il a été forcé de cut back, de revenir un petit peu plus haut dans le milieu de la zone, en fait, sur le bord de la bande. Mais en faisant ça, il a réussi quand même à se créer de la séparation avec son défenseur. Il y a une ouverture qui s'est créée. Puis à ce moment-là, il y avait une belle ligne de passe qui s'offrait pour le coéquipier côté faible. Donc, une belle cross-ice qu'il pouvait faire. Mais il a encore une fois hésité. L'espace s'est refermé. Puis, il a malgré tout tenté une passe que finalement, ça a juste été un revirement inutile. Est-ce que c'est un manque de vision dans le cas de Tynan Lawrence? Un manque d'anticipation? Des fois, c'est juste de scanning. Des fois, si le gars, il scanne pas, qu'il pense pas au jeu une couple d'étapes à l'avance, ça peut donner ça. Est-ce que c'est un manque de vitesse d'analyse ou est-ce que c'est juste un manque de confiance? C'est dur à dire. Je pense pas que c'était un manque de confiance parce que l'an dernier, il jouait avec énormément de confiance et il y avait quand même des lacunes au niveau du play driving. Fait que c'est ça. En ce moment, il y a de la difficulté, je pense, à identifier ses lignes de passe. Il semble pas réfléchir au jeu 2, 3, 4 étapes à l'avance. Il va me faire une syncope, comme dirait ma mère.
Fait que je suis quand même inquiet. Je suis pas convaincu que ces performances-là récentes que j'ai eues de lui étaient dignes d'une sélection top 15. Puis tu sais, je réitère, c'est quoi, 2 points en 13 rencontres depuis qu'il a migré en NCAA. C'est pas l'idéal. J'ai l'impression que le jeu va peut-être vite pour lui. Puis je pense que c'est un drapeau rouge quand même assez majeur. Mais ça reste que c'est un centre très talentueux, très jeune, dans une cuvée faible en centre. Un gars très solide défensivement. Je persiste à dire que c'est un des meilleurs centres défensifs quand même de ce draft-là malgré tout. Il est rapide, il est travaillant, il gagne ses batailles, il soutire les rondelles des adversaires. Je reste confiant. Je pense que ça va débloquer. Je suis peut-être un peu trop optimiste. Parce qu'il y a ça aussi. Tu sais, je suis peut-être naïf. Peut-être que je m'attache trop à mes attentes de début de saison. Peut-être que j'ai trop tendance à ignorer les signes qui me sont offerts. Puis, exemple de ma vie personnelle par rapport à ça, j'ai déjà daté une fille. C'était juste une fréquentation. Je voulais pas m'engager à long terme puis tout. Mais la fille arrêtait pas de me faire écouter l'hostie de toune Map Monde des Sœurs Boulay. Je comprenais pas pourquoi. Si vous connaissez la toune, ça va être clair, ce bout-là. Arrêtez pas le podcast pour aller l'écouter, la toune. Mais bref, je vois pas les signes. Fait que c'est ça. Tynan Lawrence, un autre que je veux vous parler, c'est le défenseur Daxon Rudolph, que j'avais adoré l'an dernier à sa saison D-1, puis que je disais en début de saison qu'il pourrait être un contender pour percer le top 5 et être, dans le fond, un des 2 meilleurs défenseurs de la QV avec Keaton Verhoff. En date d'aujourd'hui, évidemment, on parle de Reed, Carrolls et Schmitz, qui sont davantage dans cette conversation-là que lui. Mais Rudolph est excessivement en feu ces temps-ci. En fait, il a connu une séquence de 13 matchs avec au moins un point entre le 5 décembre et le 9 janvier. Mais en fait, même plus que ça, si on étire ça sur 18 games, il a accumulé 32 points en 18 games, blanchi à un seul match, en fait, sur cette séquence-là. Fait que ça a été assez pour le propulser au 3e rang des pointeurs de la WHL pour les défenseurs au moment où on se parle. Personnellement, ce que j'aimais de Rudolph l'an dernier, c'était son jeu défensif. Puis il y avait d'excellents flashs offensifs aussi, mais je le trouvais parfois éparpillé offensivement. Puis cette année, ce qui avait commencé à me gosser, c'était sa nonchalance défensivement. Puis c'est pourquoi il baissait sur ma liste et sur la liste des Elite Prospects. Ouais, je le trouvais bon, mais nonchalant parfois. Mais récemment, ça n'a pas été le cas. Il est beaucoup plus chalant. En fait, c'est un stud défensivement. Il laisse pas beaucoup d'espace en transition. Il est rapide en récupération. C'est le premier sur la POC. Il est bon en relance. Il est physique. Puis offensivement, ben, je pense qu'il rentre présentement dans la conversation pour être un des meilleurs de cette QV. Son playmaking a vraiment pris une solide coche. Il est capable de générer de l'attaque de plein de manières différentes. Il n'a pas peur d'activer côté faible. Il fait bouger la balle défensive. Il prend des risques. Il attaque agressivement les lignes. Fait que bref, il a de plus en plus l'air d'un futur défenseur top 4 complet, mobile, capable de piloter une 2e vague d'avantages numériques. Puis avec un bon développement, je pense qu'il n'est pas hors de question que Daxon Rudolph devienne le défenseur numéro 1 dans la LNH. Ensuite, il y a Ethan Belchetz, un autre que j'avais comme un lock en début de saison déjà, comme étant un top 3. Gros ailier, 6 pieds 5, qui avait été comparé à Rick Nash puis Eric Lindros, mais c'est pas tant ça qui se passe depuis le début de la saison. En fait, les critiques sont grosses à l'égard d'un autre joueur de la OHL, Ryan Ruburk, cette saison. Puis avec raison, il est... En tout cas, je veux pas partir sur Ruburk, mais il produit présentement Ruburk à un rythme supérieur à Ethan Belchetz. Puis Belchetz n'a pas les mêmes critiques que Ruburk. Oui, c'est Ruburk son vrai nom, mais je l'aime vraiment pas. Bref, Belchetz excessivement talentueux. Il y a le shot, il y a le gabarit, les mains, la vision pour devenir un attaquant de puissance élite dans la LNH. Sauf que le problème en ce moment, c'est que le pace est un peu inconstant. Il complète toujours quelques jeux incroyables à chaque game, sauf que plus souvent qu'autrement, je trouve qu'il attend que les jeux viennent à lui. C'est ça le gros problème. Mais lui, je suis positif. Je pense que ça va débloquer. Lui aussi, c'est un des jeunes joueurs de la QV. T'sais, contrairement aux gros gars comme justement Rubrick ou Martone, même l'an dernier, Belchetz n'est pas un late. Donc, je pense qu'il y a place à développement. T'sais, si on veut le comparer à ces gros bonhommes-là, il faut regarder ce qu'ils faisaient à leur année D-1 peut-être. Et c'est là que ça devient peut-être un petit peu plus encourageant dans le cas de Belchetz. Fait que, ben c'est ça.
je pense, comme je dis, ça va débloquer. Si on prend juste les meilleurs flashs, ça frôle l'élite, des flashs de playmaking. Je pense qu'il y a vraiment une excellente vision. Puis une vision de même sur un gros bonhomme de même, qui a également le shot, les mains et tout ça, le jeu physique. Je pense que ça fait, lui, un potentiel excessivement élevé, sans l'ombre d'un bout. Sinon, juste pour round up là-dessus, quelques noms qui sont en train de trender, en fait, à la hausse. Il y a les jumeaux Rock, R-U-C-K, Liam et Marcus. Puis là, c'est plate parce que, tu sais, ça fait peut-être une semaine que je prépare cet épisode-là. Puis je voulais parler des frères Rock, puis là, il y a plein d'articles qui sont sortis sur eux dans les derniers jours. Fait que je manque le bateau. J'ai juste à faire plus d'épisodes si je veux arrêter d'être en retard ces nouvelles. Bref, chez EP, on avait Liam Rock, 27e en janvier. Puis je pense c'était nous autres qui l'avions le plus haut. Puis je pense qu'on n'était pas assez haut sur lui encore. On avait Marcus un petit peu plus loin, mais là, ce qui est en train de changer la donne, c'est que Marcus est vraiment en train de prendre une autre coche. Les deux joueurs, en fait, cumulent présentement 85 et 84. Je pense que c'est Marcus qui a 85 points même. Puis les deux, en fait, 85 points, c'est à un petit point de JP Hurlburt en autant de matchs, qui est le meneur de la WHL. Donc, autrement dire que ce week-end, les deux pourraient dépasser Hurlburt et devenir les deux meilleurs pointeurs de la WHL. Même pas pour les joueurs éligibles au repêchage, toute la ligue au complet. Donc, gros exploit que les jumeaux sont en train d'accomplir. Fait qu'on rêve évidemment au prochain duo Cédine. Est-ce que ça va être le cas avec les frères Rock? À suivre. Ensuite, il y a Tommy Blale, le défenseur des Wildcats. Puis, je fais des excuses, publiques ici. Il y a plusieurs mois de ça, il me semble que c'est Kevin Deschênes qui m'a posé la question. Le vénérable Kevin Deschênes, devrais-je dire, m'a posé la question, qu'est-ce que je pense de Tommy Blale? Puis, c'est pas un gars que j'avais checké encore, fait que là, je suis allé le voir. Parce que je réitère, guys, si vous n'êtes pas familier avec ça, en tant que crossover scout, je scout à peu près, je fais des visionnements isolés, donc je suis pas consacré à une ligue. Je regarde à peu près ce qui se fait partout sur la planète. Puis j'ai une liste de joueurs que je check. Blyle, et je t'ai pas rendu à lui encore. Puis je ne suis pas vraiment la LHJMQ. C'est très rare que je vais avoir des games en présentiel. Fait que si vous suivez une équipe de la LHJMQ puis que vous voyez toutes les games, il y a des chances qu'il y a des joueurs que vous connaissez beaucoup plus que moi. Fait que c'est ça. Mais c'est ça, Tommy Blyle, j'avais pas regardé encore lorsque Kevin avait posé la question. Fait que je suis allé voir quelques games. J'avais évidemment vu des très belles qualités de transport de rondelles. Je pense que c'est un des très bons défenseurs pour transporter la rondelle dans cette cuvée-là. Mais j'avais quand même des gros doutes sur la transposabilité de son jeu. Je suis encore pas 100% convaincu, mais beaucoup plus. Et assurément que Blyle est un des gros risers sur les listes publiques en ce moment. Je pense qu'il a fait écarquiller bien des yeux. Et je m'excuse si j'ai douté de lui. Le prochain, c'est Maddox Dagenet, qui prend également du poil de la bête. Ça fait un bout que je ne l'ai pas vu. Dagenet, c'est un autre qui ne m'avait pas convaincu. Sauf que, ça va bien, Dagenet, puis on entend beaucoup son nom pour revenir en première ronde, en fait, en ce moment. Puis je vais le voir semaine prochaine contre Victo à Québec, contre un autre gros espoir de la Q cette saison, Yegor Shilov. Donc, ça va être très intéressant comme match-up. Je parle pas du Pokémon ici, là, la pré-évolution de Machoke puis Machamp. Bref. Donc, c'est ça, j'avais fait une petite pause pour me concentrer, comme que je disais, au repêchage de la LHJMQ. Mais là, je recommence les visionnements intenses du repêchage de la LNH. Fait que si vous avez des noms que vous aimeriez que je parle dans les prochaines semaines, écrivez-les en commentaire. Là, ce que je vais faire, je repasse tous les joueurs. C'est leur raccumuler des visionnements de chacun. Alors, voir si les lacunes que j'avais identifiées en début de saison se sont corrigées ou non. Puis essayer de voir quelques joueurs, justement, qui sont en train de trender up. Fait que si vous avez des noms que vous voulez m'entendre parler d'eux, écrivez-le en commentaire. Autre excellente nouvelle, rapidement, le Challenge NTDP contre la CHL va avoir lieu au Québec l'an prochain, dans la ville de Québec et à Chicoutimi pour être exact. Puis à moins d'une exode vers la NCAA, il devrait y avoir plusieurs noms de premier plan que vous aurez la chance
de voir en personne et qui sont éligibles au repêchage 2027 de la LNH, donc éligibles l'an prochain. En tête de liste, évidemment, Landon DuPont, qui évolue pour Everett dans la Ligue de l'Ouest. Pas la progression espérée pour lui cette année. Lui qui était l'an dernier un des bons défenseurs de la WHL, mais il y a juste 16 ans. Jésus-Christ, ça reste un des gros talents qu'on a vus en défense dans les dernières saisons. Ensuite, Alexis Joseph, Québécois, qui évolue à Saint John pour les Sea Dogs. Un des meilleurs Québécois depuis quand même un bon bout. Je ne l'ai pas checké, honnêtement, cette saison en LHJMQ, mais je l'ai vu jouer l'an dernier dans le QM18-3A. Puis j'entends beaucoup de vent comme quoi que c'est peut-être le meilleur Québécois éligible au repêchage depuis Vincent Lecavalier. Donc, à voir l'an prochain. Sinon, dans l'Ouest, il y a Jackson Jacobson, que je vous en ai parlé de lui. Il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans. Il avait fait 106 points en 35 matchs dans le U18 dans l'Ouest, détenteur du record de points par match en fait, c'est la MU18HL. Attaquant 5 et 10 maintenant, il a quand même grandi, là, il était quand même très petit à l'époque, qui est présentement sur un rythme de 90 points à 17 ans dans la WHL. C'est pas plate. Sinon, d'autres noms que je vous garoche de même. Schaefer Gordon Carroll, qui joue à Medicine Hat, que si vous regardez les frères Rock, vous allez peut-être voir jouer. Également, un de mes noms préférés, Tyden Lafournaise. Puis un nom aussi que je lance de même, Rierson Edgar, un gars que j'avais beaucoup aimé lors de son année de repêchage dans la OHL. En fait, l'an dernier, attaquant dynamique de 5 et 10, qui produit quand même bien cette année en OHL. Sinon, le russe Dima Zilkin, attaquant de 5 et 10, capitaine de Saginaw en OHL, sur un rythme de 75 points à 17 ans cette saison. Puis, j'en passe, tu sais... Puis c'est ça, les Canadiens vont évidemment affronter les Américains, le NTDP. Leur gros joueur est présentement Carter Mayer, sauf que on se rappelle, les Remparts l'ont repêché au 17e rang l'an dernier. Je ne sais pas s'il va où c'est qu'il va évoluer l'an prochain. Mais dans tous les cas, il va participer en fait au challenge. Un nom aussi que j'ai très hâte de voir, moi, c'est Cannon Thibodeau. Pas qu'il est exceptionnel, je pense qu'il est bon, mais c'est juste que je trouve que c'est Cannon Thibodeau, c'est la suite logique de Cotter Gauthier en termes de nom phoné. Puis, tu sais, juste pour vous name drop une couple de joueurs qui jouent présentement avec le programme de développement américain dans les moins de 17 ans et donc vont faire partie de l'équipe des moins de 18 ans l'an prochain. On a Kane Barch, qui est le fils de Chris Barch. On a Sam Pandolfo, le fils de Jay Pandolfo. Gunnar Conboy, le fils de Tim Conboy, Finnegan Sears, le fils de Catalogue Sears, et Braden Scudery, qui semble pas être parent avec Rob Scudery. Mais bref, on est rendu à cet âge-là, les chums. Parlant de repêchage des prochaines années, dernière petite parenthèse, avez-vous entendu parler de Cale Nicole, neveu de Simon Nicole, paraît-il. Mais bref, lui aussi, je voulais vous en parler. Ça fait comme 1 semaine. Mais là, tout le monde en parle à cette heure. Fait que 141 points en 32 parties à 13 ans, battant le record de Jonathan Taves pour les points par match en U15 dans l'Ouest. C'est une moyenne de 4,41 points par match. Il a également joué en U18. On rappelle, c'est sa saison de 13 ans. Il vient tout juste d'avoir 14, mais c'est sa saison de 13 ans. Puis en U18, il a cumulé 4 points en 3 matchs. 13 ans, oui, il est éligible au repêchage de 2030, les amis. Ça a l'air loin, mais pas tant que ça. Mais bref, Cale Nicole a présentement l'étiquette de jeune prodige. Donc, retenez ce nom, mesdames, messieurs. Fait que, tu sais, si cette année... On a quand même des gros talents. Tu sais, veux pas, McKenna, on en parlait comme le prochain McDavid. C'est pas plate. Stenberg, très bon joueur également. Donc, gros talent en 2026. 2027, je viens d'en parler, mais Alexis Joseph, Landon Dupont. Puis, il y a d'autres joueurs que j'ai pas parlé, mais il y a une trolley de Russes. Je pense que ça va être une grosse année pour la Russie. Entre autres, Nazar Privalov puis Sergei Sfortsov. Puis aussi, il est pas très bon, mais j'en parle. Un des fils de Brock Lesnar, Turk Lesnar. Puis 2028 sera pas plate comme année non plus, avec Liam Pugh et Maddox Schultz, qui évoluent tous les deux cette année dans l'organisation des Pats de Regina, ainsi que leur club U18. Puis les deux font très bonne figure. Fait que
en fait, j'en parle parce que je trouverais ça intéressant. Si les deux demeurent avec les Pats lors de leur année de repêchage, ils pourraient être excessivement dominants, puis on pourrait les voir, en fait, les deux être repêchés dans le top 3, top 5. Puis c'est quand même fréquent que ça arrive, tu sais, c'est pas rarissime. On se rappelle Connor McDavid, Dylan Strome en 2015, McKinnon Drouin en 2013, Yakupov Galchenyuk en 2012. Il y a également eu de nombreux duos dans le NTDP au fil des ans, entre autres de Jack Hughes avec Alex Turcotte. L'année de Caulfield, c'est pas des choix nécessairement top 5, mais vous voyez le genre. Puis, tu sais, même, on peut tirer ça, mais tu sais, Marner-Domi, ça a été un duo également qui a marqué. Fait que bref, j'ai hâte de voir est-ce que Pooh et Schultz va être le prochain duo de la sorte. Puis 2028 aussi, il va y avoir un certain Henry Butt Whaler, B-U-T-T Whaler, qui devrait s'aligner pour le NTDP. Je trouve que c'est une drôle de marque de chien. Puis il y a aussi Jack Hare, Jacques Poil, en bon français, qui devrait faire l'équipe éligible en 2028. Puis 2030, je viens d'en parler, mais Cale, Nicole. 2029, je sais pas. Mais en 2028-2029, il va surtout avoir, possiblement, des joueurs qui sont éligibles cette année au repêchage 2026 de la LHJMQ. Des joueurs nés en 2010, puis c'est le sujet d'aujourd'hui. J'ai déjà 30 minutes de fait dans mon introduction. Désolé. Fait que j'embarque là-dessus. Écoutez, on a sorti un top 50, comme que je vous disais. Il y a un article qui a été sorti là-dessus sur le site d'Elite Prospects. Mais c'était un top 50 incluant tous les joueurs éligibles au repêchage de la Q. Donc, il y avait certains Américains, des joueurs et des Maritimes également. Aujourd'hui, je veux juste parler des joueurs que j'ai personnellement vus et qui évoluent donc au Québec. Je n'ai pas couvert les autres régions. L'article complet avec les descriptions de chaque joueur est disponible sur le site d'Elite Prospects. Je vais mettre le lien dans la description. Puis s'il n'est pas là, je m'excuse. Puis comme toujours, vous allez trouver également sur le site plusieurs rapports de match pour chacun de ces espoirs-là, tant de mes rapports de match que des rapports de nos autres scouts. Mais ça vous prend l'abonnement EP Premium. Puis je sais, c'est cher, mais les chums d'EP sont bien smart. Ils vous offrent 30% de rabais avec le code promo BLG30 sur votre abonnement annuel toutefois. Fait que ça va vous donner accès à tous nos rapports de scouting. Ça enlève aussi les calices de pub. Puis ça vous donne accès à plein d'autres fonctions comme les filtres avancés puis plein d'autres affaires. Fait que BLG30, merci. Fait qu'au premier rang, écoute, l'an passé, on avait un choix unanime en Alexis Joseph. Puis je pense que cette année, du moins dans notre équipe de scouting, ça a été très unanime également. C'est Jacob McKinnon qui joue pour le Blizzard du Séminaire Saint-François. Séminaire Saint-François qui, by the way, ont une seule défaite en 42 matchs cette saison. Une Jésus-Christ de bonne saison, comme qu'on dit par chez nous. Puis McKinnon, c'est honnêtement un exceptionnel. Il a un patin incroyable, un lancer dominant, il y a une dégaine rapide, c'est un joueur qui est dynamique, qui est intense, qui est cérébral, créatif, évasif même. C'est un gars qui peut marquer, qui peut passer, qui peut feinter, qui bat les joueurs avec sa vitesse, pardon. Mais aussi, c'est un gars qui a un jeu physique très développé quand même, capable d'absorber les contacts, qui est très bon en protection de rondelles, qui est capable, c'est ça, de battre les autres joueurs là, dans ses batailles, autant avec son agilité que ses atouts physiques. Je dis atouts physiques, en fait, ses habitudes physiques, je dirais, parce que il coche absolument toutes les cases, sauf une. Il fait 5 et 9. Mais il y a tout pour devenir une vedette dans la LHJMQ, puis je pense pas que le 5 et 9 va l'empêcher de dominer la Q, pas avec tous les outils qu'il a et ses habitudes de jeu. Puis honnêtement, je le trouve fantastique, puis quand je le regarde, j'ai une phase de dégoût, mais dégoût dans le bon sens. Tu sais la fameuse phase de dégoût qui est le compliment suprême quand un joueur fait un jeu de malade, je l'ai souvent en regardant McKinnon. Tu sais, la même face que tu fais quand que tu regardes un guitariste puis il fait une pause qui se peut pas, là. Tu sais, cette face... bref, à ne pas confondre, toutefois, avec la phase de dégoût que je fais quand je vois les pancartes d'avertissement de rafale de vent sur le bord de la 20. Je m'adresse ici seulement aux graphistes, là. Je prends 2 secondes, là. Les graphistes dans la salle. C'est moi ou les couleurs du bonhomme qui souffle
n'ont pas été inversés comme il faut. Pour vrai, si quelqu'un m'a rejoint là-dessus, écrivez-le en commentaire. C'est sûr, je suis pas seul. Je suis pas tout seul. Donc, bref, pour les positions numéro 2 et 3 dans le classement, je les ai pas vus jouer, puis tu sais, il y a des chances que ces deux gars-là évoluent en USHL l'an prochain, mais je vous en parle parce que c'est quand même deux Québécois de premier plan, Zach Charbonneau et Thomas Boisvert, le cousin de Sacha. Donc, deux noms à surveiller, mais je peux pas vous en parler davantage. Il va falloir aller écouter, aller lire le scouting report de Adi Kalakesh sur le site d'Elite Prospects. Numéro 4, je peux pas vous dire c'est qui, je pense que c'est un joueur des Maritimes. Numéro 5, toutefois, c'est un autre joueur du QM18 3A au Québec, qui est un de mes joueurs préférés, en fait, de toute la QV, Julien Bergeron des Grenadiers de Châteauguay, attaquant 6 pieds, 181 livres, un des joueurs les plus intelligents, puis avec les meilleurs atouts physiques de tout le repêchage. Dans un de mes rapports, je pense que c'est assez flatteur, mais je le comparais à Braden Coots, grâce à son intensité sur le porteur du disque, son jeu mature puis hermétique, sa vitesse, sa rapidité d'analyse, puis avec même certains flashs de playmaking avancés. C'est un style de jeu non seulement transposable pour la LHJMQ, mais je m'avance même en disant que c'est un style de jeu qui va même être transposable dans la LNH. Bon, évidemment, en ce moment, je suis en train de faire le portrait de Julien comme étant un joueur défensif, mais Julien Bergeron est présentement au 3e rang des pointeurs du circuit QM18-3A, devant Jacob McKinnon, avec un total de 25 buts en 42 matchs. Désolé, j'ai pas son nombre de points, là, ça va être 50 cucks. Fait que McKinnon puis Bergeron, en fait, c'est les deux meilleurs buteurs du circuit en ce moment. Fait que c'est pas un gars qui a pas d'upside offensif, loin de là. Donc, un joueur excessivement complet que j'aime beaucoup. Tout juste après, au 6e rang, c'est un autre attaquant, plus petit gabarit toutefois, mais qui va probablement terroriser la LHJMQ, je crois. Malik Tremblay des Cantonniers de Magog, ailier 5 et 9, probablement un des meilleurs snipers du draft, un joueur dynamique avec des flashs de playmaking également. Sauf que, en fait, pas sauf. Une de ses grosses forces, c'est de trouver l'espace libre. Il est excellent à se démarquer puis à attaquer l'espace. Puis je pense honnêtement que malgré son 5 et 9, encore une fois, je pense qu'il a tous les atouts pour devenir un très bon pointeur dans la LHJMQ dans les années à venir. Au numéro 7, on a un joueur à l'opposé du spectre de Malik Tremblay. Je parle de Vincent Boutet du Séminaire Saint-François, défenseur 6 pieds 1, un style un peu plus défensif, mais qui serait probablement déjà assez bon pour jouer sur une 3e paire dans la Q. En fait, à terme, je pense que Boutet est assez mobile, complet, et avec assez de flash offensif pour possiblement devenir un défenseur top 4, mais de style isolateur. Donc, autrement dit, un défenseur plus défensif, mais suffisamment talentueux et mobile pour être capable de jouer sur une 1re ou 2e paire avec un défenseur plus dynamique et offensif. Donc, bref, je vois une très belle projection dans la Q pour Vincent Boutet. 8e des Forestiers d'Amos, un autre coup de cœur. Aslan Tremblay, attaquant 6 pieds 1, 192 livres, un des meilleurs attaquants de puissance du draft à mon avis, 20 buts en 38 matchs cette saison, meneur, en fait co-meneur, je devrais dire, des Forestiers, un joueur qui est puissant, qui aime prendre l'intérieur, qui protège bien la rondelle, qui joue avec un beau niveau d'intensité également. Dans un de mes rapports, en fait, je le décrivais comme étant un joueur efficace, sans peur, complet, bref, un couteau suisse. Puis, comme on dit en anglais, a leader positive, a guy with a good body can application physique. Maman, hein? Comment on dit appliquer? Applicate, oui, applicate. Si vous avez le référent. On skip, oui. Ensuite, une coupe de rang. On se ramasse au 11e rang. On a Jacob Royer des Estacades de Trois-Rivières, un autre joueur qui coche beaucoup de cases, un joueur intelligent, très solide défensivement, avec d'excellentes mains qui lui permettent de tricoter dans une cabine téléphonique. Il a une vision pour compléter des passes complexes. Il a un des bons tirs du draft. Il a le talent pour être classé plus haut
Puis il pourrait devenir un des bons joueurs de la LHJMQ. Sauf que c'est la constance des joueurs comme Tremblay puis Boutet, puis la maturité peut-être overall dans leur jeu qui a fait qu'on les a classés un petit peu plus haut que Royer. Mais Royer est quand même un joueur très prometteur. Au 13e, c'est un autre de mes coups de cœur, Enzo Lévy, des Vikings de Saint-Eustache, attaquant 6 pieds, simplement un magicien avec la rondelle, très bon patineur, créatif, trompeur, manipulateur, évidemment au hockey, très intelligent, un vrai potentiel de générateur offensif top 6 dans la LHJMQ. Un joueur qui a des mains unbelievable. Le prochain, mais je vous en glisse un mot. C'est pas un gars du Québec, mais je l'avais adoré au Meltdown à Montréal l'an dernier. C'est un joueur des Maritimes, Max Bryan. Puis je vous en parle parce que c'est un hostie de tough qui va terroriser la Q, je pense. 6 pieds 2, 176 livres. Je pense que ça va être un joueur qui va être très convoité, non seulement par les équipes de la Q, mais par les équipes de la LNH. C'est un gars vraiment dérangeant qui va être aussi désagréable à affronter que de lâcher un rot de Amir dans son masque pendant la pandémie. Fait que bref, Max Bryan, je vous en parle parce que, écrivez son nom sur un petit bout de papier parce que je pense qu'on va en entendre parler dans les années à venir. Ensuite, au 15e rang, on a quand même, en fait, on a beaucoup de gars là, de la Q dans ce range-là. Ça commence au 15e rang. Puis c'est un gars pour qui j'ai mis mon point sur la table pour l'avoir là, parce que c'est un gars que j'aime beaucoup. En fait, je parle de Justin Gagnon des Albatros du Collège Notre-Dame à Rivière-du-Loup. Puis ceux qui me connaissent, vous allez comprendre pourquoi. Attaquant, 6 pieds 3, un gars avec des excellentes mains, des bons atouts physiques, un bon tir, belle vision. Bref, il coche pas mal toutes les cases. C'est sûr, il est un peu plus raw que d'autres espoirs classés devant lui. Il y a quand même un petit peu de raffinement à avoir dans son jeu, mais le potentiel est incroyablement élevé en tant qu'attaquant de puissance, agile et menace double. Quand je dis menace double, c'est autant playmaker que marqueur. Fait que ouais, Justin Gagnon, gros fan. 17e des Lions du Lac-Saint-Louis, on avait Bryce Lazare, attaquant de 6 pieds, un centre two-way, créatif, travaillant, avec une projection facile dans un milieu d'alignement, avec possiblement un potentiel de jouer un peu plus haut dans le line-up également. 19e, on a le coéquipier de Lazare avec les Lions, Domenico Borsolino, attaquant 5 et 9, un des bons producteurs dans le QM 18-3A cette saison. Un excellent manieur de rondelle, capable de driver le jeu, de manipuler les défensives adverses, de compléter des passes à haute complexité également. C'est un autre candidat, je pense, pour devenir un gros producteur de points dans la LHJMQ. Le prochain, 21e, il évolue au Québec, mais pas dans le QM 18-3A. C'est le défenseur Mathieu Généreux, qui évolue à Stansted, défenseur de 6 pieds 1. Dans notre article sur le site d'Elite Prospects, sa description débute avec une citation d'un de mes rapports sur lui, dans lequel je disais que quand j'avais commencé mon visionnement de Mathieu Généreux, je le regardais, j'ai commencé à le regarder quand même tard dans le processus, puis je le regardais dans le but d'essayer de trouver un gars pour compléter notre top 50. Et au final, j'ai trouvé un de mes joueurs préférés cette saison. C'est un défenseur avec un excellent gabarit, qui est mobile, qui est calme avec la rondelle, sous pression. Un magnifique fabricant de jeu de la pointe, qui est excessivement solide défensivement également. Bref, défenseur top 4 parfait pour la LHJMQ. Puis... en fait, je pense que c'est juste une question d'échantillon. On l'a moins regardé peut-être que d'autres joueurs, étant donné qu'il n'est pas dans le QM18. Puis je pense que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il n'est pas plus haut que ça dans notre classement, malgré tous les éloges qu'on a à son égard. Mais aussi, parce que j'en ai pas parlé, mais c'est une excellente QV qu'on a dans cette année pour la JMQ. Tu sais, je skip beaucoup de rangs, là, c'est parce qu'il y a des gars qui évoluent aux États-Unis puis dans les Maritimes qui sont classés là, qui sont pas plates aussi, là. Donc, c'est une très, très, très bonne QV. Mais moi, Mathieu Généreux, écoute, du peu que j'ai vu, il m'a énormément impressionné. Puis je pense que c'est un gars qui pourrait être meilleur que son rang de sélection. Au 23e rang, on a mis Pierre-Alexandre Lemieux du Collège Esther Blondin, attaquant 6 pieds 3. Il est grand. Pas aussi grand que les dents du gars des annonces de Trivago, mais c'était un grand gaillard, un des grands garçons de cette cuvée-là, puis un autre énorme potentiel.
il y a certaines affaires à raffiner. Tu sais, je parlais un peu de Gagnon tantôt. Je pense que le mieux aussi, il y a quelques affaires à raffiner, ce qui est souvent le cas, en fait, des gars qui ont grandi assez vite, sauf qu'il y a des outils fantastiques, formidables, puis déjà très bons défensivement, très bons physiquement. Fait que il y a tout pour projeter comme étant un excellent joueur dans la LHJMQ. Ensuite, on a Simon Quentin au 27e rang de notre classement, attaquant de 5 et 7 du collège Charlemagne, qui est, à mon avis, un des meilleurs fabricants de jeux du draft, puis qui pourrait devenir un des gros producteurs de la Q. Particulièrement sur le jeu de puissance. Puis tu sais, je suis allé le voir le week-end dernier à Lévis, puis il m'a honnêtement vraiment impressionné. Évidemment, à 5 et 7, le côté physique est un enjeu. Puis c'est ce qui a affecté son classement parce qu'en termes de talent, le talent est indéniable. C'est un passeur exceptionnel. C'est un gars qui est glissant, donc capable d'évader les défenseurs, comme très peu de joueurs savent le faire. Donc, Simon Quentin, un autre nom à surveiller. Au 28e rang, malheureusement, j'en parle parce que c'est un gars du QM18, mais c'est Zachary Lainez, le gardien de Lévis. Mais j'ai pas écouté les gardiens, donc désolé, je ne peux pas en parler. Au 30e rang, c'est un cas particulier aussi, c'est Alexandre Deschamps, défenseur de 6 pieds 1, que malheureusement j'ai manqué de visionnement. Lui aussi, c'est un gars que j'ai rajouté quand même sur le tard à ma liste de joueurs à regarder. Puis écoute, j'ai à peine pogné une demi-game de lui, là, mais bon, évidemment, il y a d'autres personnes dans notre équipe qui l'ont écouté, puis c'est pour ça qu'on l'a classé. Mais de ma part, j'ai juste vu une demi-game de lui. Mais cette demi-game-là était assez pour prendre des notes suivantes. Il est gros, mobile, il a une excellente portée, il est physique, il est calme, il est confiant. Bref, des foutues belles qualités pour un défenseur top 4. Fait que je sais pas au niveau constance de tout ça, mais à première vue, oui, les outils sont fantastiques. Puis c'est un peu un cas comme Mathieu Généreux, là. Je pense que tout projette pour être un défenseur top 4 dans la Q. Puis je pense que c'est juste par peut-être manque d'échantillons qu'on l'a peut-être pas classé plus haut. Ensuite, on a Gabriel Loukman du collège Charlemagne, défenseur de 6 pieds 1, 190 livres. Un peu moins offensif toutefois que les autres gars que j'ai nommés. Lui, c'est un énorme mix de robustesse puis de mobilité que, écoute, je pense qu'il va devenir un défenseur d'impact dans la LHJMQ assez rapidement. C'est un des joueurs les plus transposables, à mon avis. Puis la seule raison pour laquelle il n'est pas plus haut dans le classement, c'est juste le potentiel offensif qui est peut-être moins élevé que d'autres défenseurs. Mais défensivement, Loukman est quand même assez incroyable. Quelques rangs plus loin, au 33e rang, on a Damien Leduc des Grenadiers de Châteauguay, attaquant de 6 pieds 1, qui excelle lui aussi avec ses prouesses physiques, qui est honnêtement capable de dominer un match physiquement et défensivement. Bon, évidemment, rendu dans ces rangs-là, ça va de soi. Il y a quelques affaires, évidemment, à améliorer. Ça reste, comme que je dis, des joueurs de 15 ans. Mais je pense que le Duc est sur la bonne voie. C'est un joueur très transposable au prochain niveau également. Comme je disais, par ses habiletés physiques et défensives. C'est un gars que les équipes de la LGMQ vont adorer. Ensuite, le prochain aussi est très projetable. C'est Logan Leclerc, attaquant 6 pieds. Un gars honnêtement inarrêtable. Il est robuste, il est mesquin, il est intense, il est rapide. Je pense que sa vitesse en ligne droite n'est pas si rapide que ça, mais son accélération et ses bursts de vitesse m'ont vraiment impressionné dans mes visionnements. Je pense que c'est un joueur qui pourrait sortir plus tôt que ça aussi. Puis le Duc aussi, d'ailleurs, je pense que c'est des gars qui vont sortir plus haut que ce qu'on les a comme classement. Puis dans le cas de Leclerc, c'est le genre de joueur que tu veux dans ton équipe. Puis le genre de joueur que tu veux pas jouer contre. Je sais pas si c'est clair. 38e rang, on a Elijah Silla, le seul overager du groupe. Énorme progression dans son cas. En fait, il est rendu un excellent joueur sur l'échec avant, constamment en mouvement, un beau potentiel offensif, mais lui aussi, j'ai des visionnements un peu plus limités, compte tenu que je me concentrais plus sur les gars à leur première année d'admissibilité. 40e, on a Émile Rioux, des Albatros du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup, défenseur 5 et 11, gaucher. La seule raison pour laquelle il est un petit peu plus bas dans le classement, c'est sa taille, parce que Rioux, il est excellent. Profil two-way, c'est un gars qui est bon en relance, qui est capable de jouer robuste dans sa propre zone, qui aime aussi transporter la rondelle. Mais c'est ça, à 5 et 11, c'est sûr que ça fait perdre quelques points, mais c'est un gars qui a quand même un très beau potentiel dans la LHJMQ. 42e, le deuxième Enzo de ce classement,
Enzo Roy des Chevaliers de Lévis. Un peu situation similaire peut-être à Rio au sens où c'est un défenseur un peu plus petit, mais lui il est 5 et 8, vraiment plus petit. Mais dans le cas de Enzo Roy, c'est vraiment un des défenseurs, sinon le défenseur le plus électrisant que j'ai vu au QM18 3A cette année. C'est un joueur, c'est ça, dynamique, rapide, incroyable transporteur de rondelles. Probablement le défenseur avec le plus haut potentiel offensif peut-être même du draft, puis un des joueurs les plus excitants à voir jouer. Sauf qu'à 5 et 8, ben, vous comprendrez, il y a assurément certaines lacunes qui viennent avec ce gabarit-là, tant physique que défensivement. C'est pourquoi il a perdu quelques rangs, mais c'est un gars que offensivement, on a vraiment adoré. D'ailleurs, je disais que je suis allé voir Lévis jouer en fin de semaine dernière. Il a marqué un but coast-to-coast. Ouais, il a marqué un but coast-to-coast. C'est ça qu'on voit, Enzo Roy. Le prochain, c'est il est pas mal dans le même bateau, en fait, que Enzo Roy. Au 43e rang, on a l'attaquant de 5 et 11, Émile Guévin, que lui aussi est un joueur super le fun à voir jouer. Un gars très travaillant, intense, intelligent, genre de joueur que tu veux dans ton équipe. Puis à 5 et 7, c'est certain que ça fait perdre quelques points dans notre classement. Mais c'est un joueur de hockey là, fantastique. Ensuite, évoluant dans le QM17 3A, on a Nathan Frost au 45e rang, défenseur de 6 pieds 1, profil plus défensif toutefois, mais c'est un des bons défenseurs en récupération de rondelles. C'est un gars qui est physique, mobile, quelques flashs offensifs également, mais peut-être pas assez offensif pour justifier une sélection plus haute, mais écoute, il y a tous les atouts pour évoluer sur une troisième paire. Ensuite, on a Tommy Leroux au 47e rang, un gars qui pourrait devenir bien meilleur que ce rang de sélection-là, à mon humble avis. Parfois, on le voit peut-être un peu moins parce que, dans le fond, à Charlemagne, il joue avec Simon Quentin et Nathan Riendeau, deux gars, deux drivers de jeu qui aiment transporter la rondelle et tout ça. Puis Tommy Leroux, c'est le joueur un peu plus efficace, robuste, travaillant. Mais quand il y a la rondelle, moi, j'ai vu des très belles affaires de lui, autant en protection de rondelle que son tir. Je pense qu'il y a un shot vraiment sous-estimé. Puis je serais pas surpris qu'il devienne une des belles surprises de cette cuvée-là. Tommy Leroux. Puis le dernier, mais non le moindre, joueur du QM18 3A, ou du moins du Québec qu'on a de classé dans notre top 50 de février, c'est Alexis Blanchette, défenseur droitier 6 pieds. Puis honnêtement, il n'y a pas beaucoup d'espoirs qui m'ont fait autant capoter que Blanchette dans mes visionnements cette année. J'ai absolument tout aimé de lui. C'est un magnifique patineur qui adore transporter la rondelle, qui s'active agressivement du côté faible en zone offensive. Il est très solide défensivement. Il a un bon shot. Il est capable de se créer de la séparation, en fait, par rapport à la couverture défensive. Sauf que un peu comme d'autres gars que j'ai nommés, j'ai des visionnements un peu plus limités dans son cas, ce qui a limité en fait où on pouvait le classer, mais aussi vraiment ce qui vient jouer contre lui. Puis c'est pourquoi en fait aussi qu'il était loin dans notre liste de visionnement, c'est que la production est pas là en ce moment. On parle de 4 points en 29 matchs avec Jonquière. Mais comme je dis, je l'ai adoré. Je pense que les points ne reflètent pas à quel point il est bon. Alexis Blanchette, c'est pour moi ma grosse wild card de ce repêchage-là. Puis c'est un des joueurs que j'ai aussi mis mon point sur la table pour classer dans notre top 50. Carte cachée, peut-être, qui sait, c'est bon, angine de poitrine à moi. Fait que on a ensuite, c'est ça conclut pas mal notre top 50, mais on a quelques mentions honorables qu'il y a sur notre qu'on a mentionné sur notre site. Puis il y en a un à qui je veux donner un gros shout-out. J'en ai glissé un mot tantôt, mais c'est Nathan Riendeau, un autre de mes joueurs préférés, mais qu'on ne pouvait juste pas classer malheureusement dans le top 50 parce qu'il fait 5 et 6. Mais c'est un des joueurs qui a le plus de cœur dans toute cette cuvée-là. Puis honnêtement, je pense qu'avec ce moteur-là et ce cœur-là, il y a tout pour avoir du succès dans la JMQ. Et je lui souhaite vraiment plein de succès parce que c'est un plaisir à l'écouter à chaque fois. Fait que ça conclut pas mal l'épisode d'aujourd'hui. Toutefois, restez à l'écoute. Oui puis non, parce que je vais offrir en fait aux membres Patreon une petite prolongation cette semaine. Ce mois-ci et demi, en tout cas. Je suis généreux de même, moi, avec mes membres Patreon. Grosso modo, on a le plus récent épisode de Mathias puis le Serpent cette semaine. Snake se faisait un peu questionner sur sa méthode d'évaluation, puis il se faisait entre autres reprocher de trop focusser
sur les choses évidentes des joueurs, genre le gars, il a des bonnes mains. Snake a bien répondu à la question, puis je suis d'accord avec pas mal d'affaires que ce qu'il a dit, mais si vous allez voir la vidéo, je me suis quand même permis un petit commentaire pour renchérir sur certaines affaires qu'il a dit. Je pense que c'est un sujet très intéressant et comme je disais, on ne fait que toucher la pointe de l'iceberg. Puis j'ai envie de continuer à parler de ce sujet-là sur Patreon, patreon.com/briser la glace. D'ici là, on se revoit très bientôt pour un autre épisode. Puis merci pour votre écoute. Puis droppez un petit like, petit follow. C'est toujours apprécié. Évidemment, les commentaires, ça m'aide beaucoup. Merci beaucoup pour votre support. Bonne nuit, les amours.